François Bon, Balzac, roman. Qu'est-ce qui me mène, qu'est-ce qui m'emmène, qu'est-ce qui me pousse, où est-ce qu'on va avec tout ça? Eh bien, c'est que dans cette masse-là, comment savoir ce qui se passe quand Balzac écrit? Comment ça s'invente? Comment ça lui vient? Et le paradoxe, c'est que, aussi bien pour Flaubert dans sa correspondance que pour Proust intégré à l'œuvre même, ou aller voir le journal de Kafka, ou aller voir la correspondance de H.P. Lovecraft, oui, que ce soit dans le temps même de l'écriture que s'invente la fiction, le fantastique, l'ambition de la littérature à sortir d'elle-même et en venir aux prises avec le monde, mais pour Balzac, non, il n'y a rien. C'est-à-dire, on a plein de choses. On a des masses et des masses de lettres. Mais ça parle des ennuis d'argent, ça parle de trucs. Et puis, il y a un moment, il se met à travailler. Il enchaîne, il produit, il s'enferme. Et là, sur ce qui se passe, on ne sait rien. On a des fragments, on a des brouillons, oui, on en a quelques-uns. On a des manuscrits, des épreuves corrigées, oui, quelques-uns. Mais les carnets de notes, mais Balzac dans sa tête, c'est là que moi je reste comme dans un manque, mais une sorte d'appétit pour ce qui me concerne moi, ou ce qui nous concerne nous, justement, dans notre écriture. Est-ce que ce rapport de comment ça s'invente, comment ça s'écrit, qu'est-ce qui se passe quand on écrit? Par exemple, regardez comment Gérard Genette peut aller fouiller dans Flaubert, fouiller dans Proust. Si nous, on doit aller, de la même façon, installer une fouille dans Balzac, on a quoi? Et bizarrement, c'est là où la vie n'explique pas tout. Mais dans ces moments-là où la vie devient en petite fissure, en petite crise, en petite présente des porosités, et bien là, on a une chance d'attraper le bonhomme, quoi. Justement, peut-être parce que dans ces moments-là, il est en retrait d'écrire, en préparation d'écrire, dans l'amont de l'écriture. Et Balzac, et évidemment, il y a toutes ces légendes. Balzac, c'est une sorte de masse de légendes qui se propulse en avant de lui, comme tous ses projets pour faire fortune. Alors, il est de bon goût de regarder ça avec un petit peu de bon sourire ou d'ironie. Balzac cherche à faire fortune, alors que même la littérature, peu d'auteurs réussissent à faire fructifier, à faire commerce comme il fait, d'une production, là, en 15 ans, totalement stupéfiante. Mais c'est comme si ça ne valait rien en comparaison de l'idée même de l'argent en tant qu'absolu. C'est-à-dire spéculer, faire fortune. Et dans ces spéculations et ces fortunes tentées, qui évidemment vont toutes aller à l'échec, et heureusement pour nous, il y a une réussite, c'est la comédie humaine. Il y a toujours cette histoire-là, Balzac qui part tout seul en Sardaigne pour aller trouver une mine d'or. Vous en avez bien entendu parler de cette histoire. Moi aussi j'en avais entendu parler. Oui, mais au fait, c'est quand? Et pourquoi? Et qu'est-ce qui a fait qu'il est parti? Et comment ça s'est passé? Et puis tout d'un coup, ah oui, c'est tel jour à tel jour. Oh, mais tel jour à tel jour, ça c'est pour aller à Marseille. Il faut 5 jours et 4 nuits. Sur l'impériale de la diligence, parce qu'on n'a pas assez de sous pour se payer une place à l'intérieur. On mange quoi? On dort où? Et puis, arriver à Marseille, eh bien, attendre 3 ou 4 jours pour un bateau, et puis finalement, il faut partir à Toulon, et de Toulon là, un bateau à vapeur qui va l'emmener à Ajaccio, et la traverser. Ah bon? Il a le mal de mer? Voyez-vous ça? Oui, mais imaginez, en mars 1838, qu'est-ce que c'est? Ces vapeurs tout neufs, avec leurs grandes roues, et comment ils se prennent la mer, là, juste en sortie d'hiver. Vous le voyez, notre pauvre Balzac, accoudé au bastingage, a dégobillé toutes ses tripes. Et ça dure combien? Ça dure 2 jours et demi, le voyage pour Ajaccio. C'est pas les beaux ferries, quand ils sont pas en grève, qui partent de Marseille pour aller là-bas. Et Ajaccio,
Eh bien, il faut bien trouver. On lui a dit que d'Ajaccio, c'était le moins cher, parce que d'Ajaccio, tu prenais un bateau pour aller sur la côte, la côte nord-ouest de Sardaigne, un patelin qui s'appelle Alghero, près de Sassari. C'est juste en gros, c'est le petit port à 20 km de Sassari. C'est des endroits magnifiques, la Sardaigne. Oui, mais il va trouver, on va en parler, du bateau qui l'emmène. Mais arrivé là, déjà, on n'emmène pas de nourriture, on va juste pêcher les poissons, faire de la soupe, et puis arriver sur la côte de Sardaigne, quarantaine, parce que les Italiens, ça rigole pas avec le choléra. Donc il va falloir attendre 5 jours, là, juste devant le port, à une encablure du port, mais pas le droit de descendre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Et puis là, il va faire tout un voyage, encore. Alors, moi, la Sardaigne, ça fait partie une fois pour toutes de ma géographie affective, disons ça, de mon sentiment géographique, comme disait le vieil ami Michel Chailloux. Eh bien, descendre à cheval, en cabriolet, je ne sais pas, de Louage, jusqu'à Cagliari. Et là, donc tout au sud, et Cagliari, quelle ville magnifique, il nous en dira rien. Mais la traversée elle-même, oui, ça dira. Et là, revenir par un bateau jusqu'à Gênes, etc., etc. À quoi bon aller voir ça? Eh bien, ça commence, c'est qu'il y a 3 voyages en Italie, et quand vous commencez à débrouiller ça, ça c'est le voyage de 36, le voyage de 37, le voyage de 38. Alors, c'est un nommé Pozzi, non, Pozzo, ça c'est dans Beckett en attendant Godot. Pezzi, Giuseppe Pezzi, négociant à Gênes. Et c'est le 2e voyage. Donc, on est en mars, un an plus tôt, en mars 1837. Ce négociant lui raconte une histoire. Voilà l'histoire. Les Romains ont toujours exploité les mines d'argent de Sardaigne. Même en France, on en a des mines de Sardaigne. À Mel, là, dans les Deux-Sèvres, il y a toujours, on peut même aller se balader dedans, ces vieilles mines d'argent de Sardaigne, de Mel dans les Deux-Sèvres, qui étaient aussi exploitées déjà à l'époque des Romains, et même probablement bien avant. Ouais, mais les Romains, comment ils exploitaient ça? Eh ben, on démolissait tout le plomb, tous les filons de plomb. Puis des fois, dans le plomb, on trouvait des filons, des bribes. Ça, c'était l'argent. On prenait l'argent et ça faisait des montagnes de débris. Mais ces montagnes de débris qui ont pu être exploitées jusque dans l'époque médiévale, qu'est-ce qui leur a mis le coup d'arrêt? Le moment où l'or est arrivé, où l'or, l'argent et les autres matériaux précieux sont arrivés là en abondance, de l'Amérique du Sud et des conquêtes coloniales, pas tendres, n'est-ce pas? Cortés et les galions de l'Amérique du Sud. Et donc, là, dans ces mines, alors moi j'en ai visité une en Sardaigne, il y a des photos sur mon site, vous trouverez même là, dans l'index là, du sommaire, j'ai mis des photographies de ces mines qui ont été exploitées là jusque fin 19e, début du 20e. Oui, et là tu t'aperçois que c'était pas un rêve qu'il poursuivait, mais lui c'était l'information de ce Pezzi qui lui disait que près de Sassari, on avait de ces anciennes mines avec des montagnes de débris et de plomb, et lui, et si on faisait retraiter avec les moyens du 19e siècle le plomb pour en extraire tout l'argent et l'or qui restent prisonniers de ces montagnes de débris, mais que les Romains, dont les Romains ne pouvaient pas même supposer l'existence. En tout cas, ça leur était impossible, inaccessible techniquement. Il lui faut 1 an. Oui, il lui faut 1 an, parce que ça se prépare, un voyage. Puis il y a tous ces trucs de production, c'est intense, et puis les dettes, et puis l'argent, et puis la crise, et puis se dire, mais enfin, l'argent, allons le prendre où il est, et à ce moment-là, peut-être écrire pour le plaisir. C'est pas Balzac qui parle, pas comme ça, mais se débarrasser de se faire paraître, parce que chaque fois, les dettes poussent en arrière, et donc,
il part en Italie. Alors, le premier voyage en 1836, ben, celui-ci, justement, tu remets le nez dedans, tu t'aperçois que c'est là où il se fait accompagner d'une jeune dame qui s'appelle Caroline Marbouty. Alors après, tu vas voir, c'est qui Caroline Marbouty? Mais elle sort d'où, cette Caroline Marbouty? Elle se déguise en page, parce que pour voyager, c'est tellement plus simple. Tu loues une calèche chez Panhard, comme il avait fait l'année d'avant pour aller à Vienne. Ça coûte moins cher, ça coûte que 200 francs et pas 400 francs, parce que ça va durer moins longtemps. Et puis, on s'embarque 5 jours pour aller jusqu'à Milan. Mais là, c'est facile, avec la jeune demoiselle à vos côtés, déguisée en garçon. Et ça aussi, on a des traces, parce qu'il veut visiter la Grande Chartreuse à Grenoble. Mais à Grenoble, quand il voit ce page garçon jeune comme ça, non, on les laisse pas rentrer, c'est un petit peu louche, tu comprends. Et à Milan, non plus, ça tiendra pas, le déguisement. Et tout d'un coup, on se dit, oh, une femme française écrivain, mais il n'y en a qu'une, c'est George Sand. Et donc, on la prend pour George Sand, elle joue le jeu. Alors, 3 ans après, elle va faire son livre, elle aussi, pour se venger. Vous en saviez l'existence du livre de Caroline Marbouty, épouse Pétignot, qui signe de son nom Claire Brune, un roman qui se venge du rôle que lui fait subir le grand écrivain? Non, moi ça y est, là, je l'ai retrouvé. Donc tu vois, à chaque fois tu prends un truc et ça t'ouvre encore une autre piste. C'est comme dans les mines, là, ces mines souterraines qu'il voudrait s'approprier. Autre chose, juste avant son voyage, ce sera la première fois. Alors, la relation de Balzac à George Sand, c'est vieux, ancien, ils sont indissociables en fait, ces deux-là. Et vous savez, la relation avec Jules Sandeau, d'où Aurore a pris son pseudonyme, qui est une sorte de double d'écriture de Balzac pendant bien des aventures, où lui prête sa chambre même pour qu'il puisse échapper là aux créanciers ou avoir du temps comme ça dans des mansardes. Eh bien, il ira à Nohant. Et Nohant, évidemment, c'est encore plus merveilleux que ça l'est toujours maintenant. Moi, j'en suis certes pas à mon premier pèlerinage à Nohant, mais ce séjour-là et de fréquenter George Sand et puis tout ce petit monde qui gravite autour d'elle, même si lui, la musique de Chopin et de Liszt, c'est pas trop son truc, bien ça va être une semaine extrêmement dense aussi. Et quand il va arriver à Marseille, au bout de ces 5 jours et 4 nuits de voyage sur l'impériale de la Diligence, à 2 mètres de haut, dans les conditions que vous imaginez et les froids du mois de mars, il écrira des lettres, une à sa sœur, Laure, une à l'amie, la confidente Zulma Caro, une évidemment à Madame Anska, parce que Madame Anska, ça devient comme une sorte de journal. Et là, tant mieux, ça va nous permettre d'entrer enfin dans ce journal de Balzac, que deviennent les lettres à Madame Anska, parce que Madame Anska semble de plus en plus inaccessible, un rêve comme les autres rêves, et qui devient un témoin là, de cette semaine. Alors vous voyez, là encore, tu dis, ah tiens, hop là, une piste à faire. Pourquoi ça s'appelle Balzac roman? À cause de ça. Alors, pour ouvrir, l'histoire, vous savez, hein, j'y vais toujours à l'envers. Il y en a qui me disent, oh, c'est un peu confus ton truc. Ben oui, mais c'est cette confusion que j'ai envie d'ouvrir. Commençons par la fin. Ce Giuseppe Pezzi, qui, en mars 1837, raconte à Balzac ces montagnes de débris, de plomb, mais chargées encore en or et argent que les Romains ne pouvaient pas extraire. Il faut 1 an à Balzac pour monter sa propre équipée en Sardaigne. Et lui, il dit 10 jours. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut ramener des échantillons. Parce que s'il ramène des échantillons et qu'il prouve à Paris qu'il peut en faire extraire de l'or et de l'argent, alors à ce moment-là, il trouvera les financements. Vous voyez que c'est pas quelqu'un qui avance là à la légère. Il utilise beaucoup le mot « entreprise ». Mais vous savez, c'est déjà dans Rabelais, hein, les entreprises comme la saboure d'un galion. C'est comme ça qu'il y va en Sardaigne. Rapporter des échantillons pour pouvoir monter un projet viable et finançable. Et donc il dit, ouais, il me faut 10 jours. Tu parles. Alors,
Première étape, la diligence. Mais il n'a pas de sous. Alors, comment il raconte ça à sa sœur? Et là, nous, on va aller nager dans les lettres. Alors, vous pensez que pour moi, c'est pas très facile. Ah non, il écrit aussi à sa mère. Ça fait 5 lettres de Marseille qu'on a. Alors, à Zulma Caro, à Georges Sand, à sa mère. Alors, à sa mère, il dit pas grand-chose. Il dit « Je n'ai dépensé que 10 francs sur la route. Les 5 jours et 4 nuits de Paris-Marseille sur la diligence. Je suis dans un hôtel qui fait frémir. » Pas être un euphémisme. Enfin, avec des bains, on s'en tire. Puis si j'échoue, quelques nuits auront bientôt rétabli l'équilibre. En 1 mois, j'aurai ramassé bien de l'argent avec ma plume. À sa sœur, il va tout de suite dire autre chose. Il va dire « Si je réussis, j'oublierai ça. Mais si je réussis pas, dans quel état je vais être ?» Et justement, il ne va pas réussir. C'est-à-dire ce qu'il va apprendre une fois arrivé sur place, à Sassari, c'est que à Marseille, justement, il en vient de Marseille, il y a une compagnie d'exploitation et quelques semaines plus tôt, ils avaient l'information, eux aussi. Quelques semaines plus tôt, elle a obtenu la concession pour exploiter ça. Et pourquoi il va à Cagliari? Parce qu'il tente sa chance dans d'autres mines. Mais non, c'était là les principaux dépôts. Et puis, Marseille, ils ont tout raflé. Donc le voyage est pour rien. Strictement pour rien. Azulma Caro, c'est là où il dit « Si j'échoue dans ce que j'entreprends, je me jetterai à corps perdu dans le théâtre. » Ben oui, parce que... peu importe, il faut gagner de l'argent. Vous savez combien l'inaction est pesante, combien je me ferais de reproches d'attendre les alouettes toutes rôties. Vous ne sauriez croire combien j'ai trouvé d'obstacles. Il me semble que les malheurs de l'énergie soient plus grands que ceux de l'atonie. Le peu de bijoux que j'avais a été chez ma tante. Il les a mis au clou, en dépôt. Ma mère s'est saignée. Une pauvre cousine aussi. Je ne sais pas qui c'est cette pauvre cousine. Enfin, me voilà à 2 pas du résultat. Je puis vous dire que vous ne me connaissez pas en croyant que le luxe m'est indispensable. J'ai voyagé 5 nuits, 4 jours sur une impériale, buvant pour 10 sous de lait par jour, et je vous écris d'un hôtel à Marseille où la chambre coûte 15 sous et le dîner 30. Mais dans l'occasion, vous me verrez, je deviens féroce. Je ne crains pas l'aller, mais le retour, si j'échoue. Il faudra passer bien des nuits pour rétablir l'équilibre et maintenir la position. C'est-à-dire, 5 jours et 4 nuits, comment tu fais pour que 10 francs suffisent à tous les frais de voyage? Eh bien, 10 sous de lait par jour. Alors, Madame Anska, alors, ça nous aide aussi, parce qu'à Madame Anska, il écrit la lettre sur l'ensemble du voyage, c'est-à-dire il commence à Ajaccio, lundi 26 mars, et il l'a fini à Gênes, dimanche 22 avril. C'est-à-dire qu'entre le 26 mars et le 22 avril, là, il y a tout le voyage en Sardaigne, mais justement, c'est une lettre qu'il écrit, comme ça, le soir, mais on ne peut pas l'envoyer. Donc on a, comme ça, une sorte de chronomètre du voyage par cette lettre qu'il date. Il date les moments d'écriture, alors que la lettre ne sera envoyée qu'une fois arrivé là, de retour à Gênes, dans la grande ville. J'ai beaucoup souffert, surtout sur mer, mais me voici dans la ville natale des Napoléons, me donnant à tous les diables d'être obligé d'attendre la solution de mon problème à 20 heures de distance du problème. Il arrivait à Ajaccio, mais il faut attendre un bateau qui puisse l'emmener en Sardaigne, à Alghero. Attendre à Ajaccio, mais il n'a rien à y faire à Ajaccio. Il ne faut pas songer à aller par la Corse au détroit qui la sépare de la Sardaigne, car la route de terre est longue, dangereuse et dispendieuse en Corse et en Sardaigne. Ajaccio est un séjour insupportable, je n'y connais personne. Il n'y a d'ailleurs personne. La civilisation y est comme au Groenland. Les Corses aiment peu les étrangers. J'y suis comme échoué sur un banc de granit, allant voir la mer, revenant dîner, déjeuner, voir la mer, me coucher et recommencer, n'osant pas me mettre à travailler, car à tout moment je puis partir. Cette situation est l'antipode de mon caractère, qui est toute résolution, toute activité. Je suis allé voir la maison où est né Napoléon. C'est une pauvre baraque. D'ailleurs, j'y ai rectifié plusieurs erreurs. Son père était un propriétaire énormément riche, et non un huissier, comme le disaient plusieurs biographies menteuses. Et voilà dans quel état il est. Toujours en se méfiant, parce que c'est ce qu'il dit à Madame Anska.
Je suis si fatigué de la lutte dont je vous ai si souvent entretenu qu'il faut qu'elle finisse ou je succomberai. Voilà 10 années de travail sans aucun fruit. Le plus certain est la calomnie, l'injure, les procès, etc. Vous me dites à cela les plus belles choses du monde, mais je vous réponds que tout homme n'a qu'une dose de force, de sang, de courage, d'espoir, et ma dose est épuisée. Vous ignorez l'étendue de mes souffrances. Je ne devais ni ne pouvais vous les dire toutes. Je n'ai plus qu'à me procurer la tranquillité la plus absolue. J'ai donc formé 2 ou 3 plans de fortune. Voici le premier. S'il échoue, j'irai au second. Puis après, je reprendrai la plume, que je n'aurais cependant pas quittée. Alors il y a autre chose qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des militaires à Ajaccio. Personne ne le connaît, mais lui, il va faire connaissance. Et puis finalement, là, on a même retrouvé, là, dans la biographie de Roger Pierrot, bien sûr, il y a des témoignages comme ça de gens qui croisent Balzac et un journaliste là, localier, et qui rêve de monter à Paris, c'est ce qu'il fera d'ailleurs. Pour eux, là, entendre Balzac, réveiller Balzac, quel plaisir. Moi, pour risquer le moins possible, j'ai pris la route de Marseille et de Toulon, et à Toulon, j'ai pris le bateau à vapeur qui porte les dépêches. Cependant, j'ai horriblement souffert, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Et il dit ça parce qu'il revient sur ce voyage, parce que découvre qu'en fait, de Toulon, on peut rejoindre Odessa, et que ce serait beaucoup plus facile, à condition de supporter le mal de mer, de rejoindre Madame Anska par mer, en passant par Odessa. Et ça aussi, pour nous, comme ça résonne là, dans la géographie d'aujourd'hui. La Corse est un des plus beaux pays du monde. Et il a commencé à se balader quand même. Il y a des montagnes comme en Suisse, mais pas les lacs. La France ne tire pas, ne sait où, ne veut pas tirer parti de cette belle contrée. Elle est grande comme 10 de nos départements, elle devrait avoir 5 millions d'habitants, elle en a 300 000 à peine. Cependant, nous commençons à y faire des routes, à y exploiter les forêts qui recèlent d'immenses richesses comme le sol tout à fait ignoré. Il peut y avoir les plus belles mines du monde en marbre, charbon, métaux, mais personne n'a étudié le pays à cause des dangers, des bandits, etc. À cause de mes douleurs maritimes, il y revient, ça n'a pas dû être marrant, et de la nuit sur le bateau, je me suis rappelé l'indiscrétion que j'ai commise en vous chargeant, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il découvre qu'il y a une bibliothèque à Ajaccio. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu peux trouver comme livre? Franchement, il nous dit, la bibliothèque d'Ajaccio n'avait rien. Je viens de relire Clarisse Harlow et de lire pour la première fois Pamela et Grandisson, que je trouve horriblement ennuyeux et bête. Quelle destinée pour Cervantes et Richardson de ne faire qu'une seule œuvre, et aussi pour Sterne. Il m'est arrivé le malheur d'être reconnu par un maudit étudiant en droit de Paris, le journaliste dont je vous parlais, qui est revenu se faire avocat dans sa patrie et qui m'avait vu à Paris. De là, un article dans le journal de la Corse, et moi qui voulais tenir mon voyage à peu près secret. Hélas, quel ennui. Il n'y a plus moyen pour moi de mal faire ou de bien faire sans publicité. Juste le 8e jour de ma paisible vie. Ajaccio est une même maison. Il n'y a ici ni cabinet de lecture, ni filles, ni théâtre populaire, ni société, ni journaux, ni aucune des impuretés qui annoncent la civilisation. Les femmes n'aiment pas les étrangers. Les hommes se promènent toute la journée en fumant. C'est une paresse incroyable. Il y a 8000 âmes, beaucoup de misère, une ignorance excessive des choses actuelles. Et là, justement, avant l'histoire de l'étudiant en droit, j'y jouis d'un incognito complet. Il se plaint qu'on le reconnaisse, mais on dirait qu'il souffre, évidemment, de l'incognito. J'y jouis d'un incognito complet. On ne sait pas ce que c'est que la littérature ni la vie. Si tu sais ce que c'est que la littérature à la vie, eh ben tu le reconnais, Balzac. Les hommes sont en veste ronde de velours. Il y a la plus grande simplicité d'habillement, car je me suis mis pour paraître pauvre et j'ai l'air d'un riche. Il y a un bataillon français. Il faut voir ces pauvres officiers battant le pavé du matin jusqu'au soir. Il n'y a rien à faire. Et là, écoutez cette phrase. Dès ce soir, je me mets à croquer des scènes et vais faire des projets. Il faut travailler de rage. Donc là, on a un petit aperçu de ce Balzac en voyage. Croquer des scènes.
Alors, comment tu les croques? Est-ce que tu as un carnet ou est-ce que justement, tu ne vas pas les croquer directement dans les lettres que tu écris? Il écrira donc la Vendetta, son histoire corse, après ces 5 jours. Comme on doit aimer sur ce rocher-là. Aussi y a-t-il des enfants grouillant dans tous les coins, comme des moucherons les soirs d'été. Adieu pour aujourd'hui, je ne suis resté que 18 heures à Marseille, 10 heures à Toulon. Je n'ai pu vous écrire que d'ici. C'est pas vrai, à Marseille, il a beaucoup écrit. Et là, voilà un croquis. Comment Balzac croque de visu. Écoutez cette histoire. 4 lignes. Je viens de voir un pauvre militaire français à qui un boulet a emporté les 2 mains, et qui n'a plus que 2 moignons, et qui gagne sa vie en se faisant la barbe, écrivant, battant du tambour, jouant du violon et jouant aux cartes dans la rue. Si je ne l'avais pas vu, je ne croirais pas. Voilà ce vieux troufion qui a plus que ses 2 mains. Eh ben, comment tu te fais la barbe en prenant ton comme ça? Comment tu joues du tambour? Et qu'est-ce que tu vas faire avec un violon? Eh ben, tu t'exhibes pour la mendicité. Voilà ce genre de choses qui font après les images, la fulguration des images. Alors, Alghero, Sardaigne, 8 avril. Je suis ici après 5 jours d'une navigation assez heureuse dans une gondole de corailleurs qui vont en Afrique. Mais j'ai connu les privations des marins. Nous n'avions à manger que le poisson que nous pêchions. On imagine que c'est pas lui, le voyageur, qui pêche le poisson, et que l'on faisait bouillir pour faire une exécrable soupe. Il a fallu coucher sur le pont et se laisser dévorer par les puces qui abondent, dit-on, en Sardaigne. Alors, le croire, pas le croire, évidemment, il y aura toujours un petit peu d'exagération. Il a fallu coucher sur le pont et se laisser dévorer par les puces qui abondent, dit-on, en Sardaigne. Enfin, ici, nous sommes condamnés à rester encore 5 jours en quarantaine sur cette embarcation en vue du port. Ces sauvages ne veulent rien nous donner. Nous venons de subir un effroyable coup de vent, là juste sur la côte en vue du port. Ils n'ont pas voulu nous laisser attacher un câble à un anneau du port, mais comme nous sommes français, un marin s'est jeté à l'eau et a été l'attacher de force. Il est venu le gouverneur qui a donné ordre d'enlever le câble quand la mer serait calme, ce qui dans leur système de contagion est absurde, car ou nous avons donné le choléra, ou nous ne l'avons pas donné. C'est une pure fantaisie de gouverneur qui veut qu'on fasse ce qu'il a dit. L'Afrique commence ici. J'aperçois une population déguenillée, toute nue, brune, comme des Éthiopiens. Alors du 8 avril, on passe au 17 avril. Il se passe quoi? Celle-là, justement, c'est le coup de théâtre. C'est-à-dire que d'Alghero, il se rend à Sassari, et à Sassari apprend que cette compagnie de Marseille, ça y est, a signé déjà les contrats d'exploitation et que c'est pas la peine, mon gars, retourne d'où tu viens. Mais là, on est au nord de la Sardaigne. J'ai traversé en voiture, je ne sais pas si vous, c'est votre cas. Eh bien, il descend à Cagliari. Cagliari, qui est une ville éblouissante. C'est là où il y a le musée d'archéologie avec les nurags et tout ça. Ouais, mais ça, lui, ça l'intéresse pas. Je viens de faire toute la Sardaigne. J'ai vu des choses comme on en raconte des Hurons et de la Polynésie. Un royaume entier désert, de vrais sauvages, aucune culture. Ah bon? Des savanes de palmiers sauvages, de cystes. Partout les chèvres qui broutent tous les bourgeons et tiennent tous les végétaux à hauteur de ceinture. J'ai fait des 17 à 18 heures de cheval, moi qui n'avais pas monté à cheval depuis 4 ans, sans rencontrer d'habitation. J'ai traversé des forêts vierges, penché sur le cou de mon cheval sous peine de vie, car pour la traverser, il fallait marcher dans un cours d'eau couvert d'un berceau de lianes et de branches qui vous auraient éborgné, emporté les dents, cassé la tête. C'est des chênes verts gigantesques, des arbres à liège, des lauriers, des bruyères de 30 pieds de hauteur. Rien à manger. À peine revenu de mon expédition, il a fallu songer à revenir. Donc ça, 8 avril au 17 avril, allez, laissons-lui 5 jours à Sassari pour faire là sous ses... découvrir que c'est raté. Et il reste au moins quand même 4 jours pour faire à cheval, c'est ce qu'il dit, hein. Il a fait de 17h à 18h de cheval, non, il ne dit pas la durée, mais au moins 4 jours,
bonne journée pour descendre jusqu'à Cagliari. Et à Cagliari, bah, là on n'a pas le détail, mais oui, un bateau de retour, il y en a un bateau à vapeur, merci le mal de mer, pour me conduire ici où il y a dans le port un bateau à vapeur pour Gênes. Ouais, il y a un bateau qui attend, il est prêt à partir. Il va falloir payer le billet par contre. Mais comme le mauvais temps nous retarde, il faut rester ici 2 jours. De Sassari, j'ai fait toute la Sardaigne par le milieu, elle est la même partout. Il y a un canton où les habitants font un horrible pain en réduisant les glands du chêne vert en farine, en la mêlant avec de l'argile. Ouais, ça c'est dans la tradition, même lisez le Québec, tiens, les hommes bien avant, ou dès le début de Sapiens faisait, c'est ce qu'ils mangeaient principalement. Mais contrairement nous aux cochons, on ne peut pas manger la farine de gland comme ça sans la traiter. À 2 pas de la belle Italie, hommes et femmes vont nus avec un lambeau de toile, un haillon troué pour couvrir les parties sexuelles. J'ai vu des ramas de créatures en troupeau au soleil, le long des murs de terre de leur tanière pour le jour de Pâques. Aucune habitation n'a de cheminée, on fait le feu au milieu du logis qui est tapissé de suie. Les femmes passent leur journée à moudre et à pétrir le pain, les hommes gardent les chèvres et les troupeaux, et tout est en friche dans le pays le plus fertile du monde. Au milieu de cette profonde et incurable misère, il y a des villages qui ont des costumes d'une étonnante richesse. Alors, à Madame Anska, il va raconter son histoire de mine. Maintenant, je vais vous raconter l'objet de mon voyage. Là, c'est de Gênes. Donc, 5 jours plus tard, ça y est, le bateau à vapeur l'a ramené à Gênes. Gênes qu'il connaît. Relisez le tout début de Béatrix. On y reviendra. Maintenant, je puis vous raconter l'objet de mon voyage. J'ai tout à la fois raison et tort. L'année dernière, à cette époque, à Gênes même, un négociant, ce Giuseppe Pezzi, me dit que l'incurie de la Sardaigne était si grande qu'il y avait aux environs des exploitations de mines, d'argent, des montagnes, des scories qui contenaient le plomb de rebut dont on avait pris l'argent. Aussitôt, je lui dis de m'envoyer à Paris un échantillon de ces scories et que je reviendrais, tout est fait, demander à Turin l'autorisation d'exploiter ces tas avec lui. 1 an se passe, mon homme ne m'envoie rien. Voici quel était mon raisonnement. Les Romains et les métallurgistes du Moyen-Âge étaient si ignorants en docimasie que nécessairement ces scories doivent contenir encore une grande quantité d'argent. Or, un ami de Borget, grand chimiste, possède un secret. Tout d'un coup, tu te retrouves presque chez les alchimistes du XVIe siècle. Un secret pour retirer l'or et l'argent de quelque manière et en quelque proportion qu'ils soient mêlés à d'autres matières sans grands frais. Ainsi, je pouvais avoir tout l'argent des scories. Pendant que j'attendais les échantillons, mon Génois se faisait concéder le droit d'exploitation. Ah oui, il avait donné l'info, mais pas fou, pas folle la guêpe. Et pendant que j'inventais cette ingénieuse déduction, une maison de Marseille venait à Cagliari essayer les plombs et les scories et sollicitait en rivalité avec mon Génois à Turin. Donc lui aussi, Giuseppe Pezzi, s'est fait avoir, bien fait pour lui. Un essayeur de Marseille amené sur les lieux. Alors les Marseillais, ils y sont allés vraiment avec l'équipement, pas en amateur, assis sur le toit de la diligence. Un essayeur de Marseille, amené sur les lieux, a trouvé que les scories donnaient 10% de plomb et le plomb 10% d'argent par les méthodes ordinaires. Ainsi, mes conjectures étaient fondées. J'ai eu le malheur de ne pas agir assez vite. Et comme il est coriace, le Balzac, regardez. Mais d'un autre côté, abusé par les renseignements du pays, j'ai couru à l'Argentara, une mine abandonnée, située dans la partie la plus sauvage de l'île, et j'y ai pris des échantillons de minerais. Peut-être le hasard me servira-t-il mieux que les combinaisons de l'esprit. Voilà, un voyage de Balzac. 1 mois en 1838. Est-ce qu'il y a d'autres choses là ? Alors Milan, mai 1838, c'est là, il y a cette lettre à Laure, sa sœur,
Chère sœur, il serait trop long de t'écrire pour tout ce que je te raconterai en détail quand je te verrai, ce qui sera bientôt, j'espère. Je suis, après des voyages très fatigants, retenu ici, par etc., etc. Il y a problème de visa, de passeport. Quant à l'objet principal de mon voyage, tout était comme je le présumais, mais le retard de mon arrivée m'a été fatal. Le Génois, Giuseppe Pezzi, a un contrat en bonne forme avec la cour de Sardaigne. Il y a 1 million d'argent dans les scories et dans les plombs. Une maison de Marseille avec qui il s'est entendu. Donc, contrairement à la version Madame Anska, à Milan, il a découvert qu'à Gênes, il ne le savait pas, que le Giuseppe Pezzi, c'est lui là qui lui avait donné l'information. Il aurait été doublé de toute façon par Balzac. Mais c'est lui qui a fait affaire avec Marseille. Lui, il a négocié avec Cagliari. Et une maison de Marseille avec qui il s'est entendu, les a fait essayer. Il fallait, l'année dernière, ne pas lâcher prise sur l'idée et les devancer. Eh ouais, si c'était pas toi qui te fais avoir, c'est toi qui aurais eu les autres. Enfin, j'ai trouvé aussi bien, et mieux même, je causerai de tout cela avec ton mari à mon retour. Nous aurons à revenir ici avec lui et un ingénieur des mines. Tu sauras peut-être du voyage. J'ai beaucoup souffert dans mon voyage, surtout du climat. C'est une chaleur qui relâche toutes les fibres, qui rend incapable de quoi que ce soit. Je me surprends à désirer nos nuages et nos pluies françaises. La chaleur ne va qu'aux faibles. Voilà. Et ça va être ça, comme ça, se bagarrer avec la bio, c'est se bagarrer avec la biographie, ou se bagarrer avec ce que la biographie ne nous dit pas, ce qu'on est incapable de savoir, de connaître, parce que aller chercher des images, aller chercher des photographies. Ben non, la photographie, Monsieur Daguerre l'a inventée, il en parle dans Le Cousin Ponce. Mais on n'a rien encore, on a des toiles folkloriques de la Sardaigne à cette époque. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est l'écriture, les images. Qu'est-ce qui se passe quand pendant 1 mois, tu n'écris pas? Sinon, c'est quelques lettres. Qu'est-ce que tu emmagasines et comment ça te relance et comment ça rythme l'écriture. Et là, tu peux séparer ce manuscrit à tel moment, ce manuscrit à tel moment. Et qui est le Balzac qui est passé de ce manuscrit à ce manuscrit? Et là, moi, je vais faire mon possible. Je le fais pour moi. Vous comprenez ça? Mais que vous soyez là, c'est une belle récompense.